Bonjour à tous. Je vous propose de poursuivre le cours sur l'architecture des microprocesseurs. Nous allons aborder la mémoire en discutant des différents types de mémoire qui existent. Vous allez voir, il y en a plusieurs. C'est nécessaire pour stocker les différents types d'informations qu'on a. Puis la structure d'un programme et son organisation dans ces différentes mémoires, savoir où c'est qu'on va mettre les différentes parties du programme. Ensuite, nous allons regarder la représentation de l'information. Vous allez voir, il y a différentes manières de le faire, suivant les fabricants des processeurs. Et pour terminer, nous allons discuter, aborder, effleurer les performances d'un programme et regarder les paramètres du microprocesseur qui pourraient influencer ces performances. Voilà, si on discute des types de mémoire qui existent sur les systèmes à microprocesseurs, aujourd'hui on distingue deux types de mémoire. Tout d'abord la mémoire vive, qu'on appelle aussi la RAM. Dans cette mémoire vive, qu'est-ce qu'on va y stocker? On va justement stocker les informations en cours de traitement. C'est des données qui sont volatiles, peut-être une des caractéristiques, c'est des données qui sont volatiles. C'est une mémoire qui est rapide, qui doit être rapide, qu'on puisse effectuer les algorithmes de traitement de l'information de manière efficace. Il faut qu'elle soit rapide. Aussi, des caractéristiques de volatiles, c'est que ces données, elles sont perdues au moment qu'on éteint l'ordinateur, qu'on enlève l'alimentation de l'ordinateur. Le deuxième type de mémoire qui existe, c'est la mémoire permanente. Ici, là, il y en a toute une série qui sont existées au cours des temps, ça évolue. La première qu'on a eue, c'est ce qu'on a appelé la ROM. Dans la ROM, ça veut dire Read Only Memory. C'est une mémoire qui permet de stocker qu'une fois l'information. Ça, c'était utilisé, ou c'est toujours, dans les microprocesseurs à l'intérieur pour stocker le code. Aujourd'hui, cette partie ROM est utilisée dans les micro-ordinateurs pour la partie de boot. Il y a des petites séquences de boot qui sont préprogrammées par les fabricants. C'est mis dans de la ROM. Il y a eu des évolutions de cette ROM au cours des temps, où on peut les effacer avec des ultraviolets, où on peut les effacer avec l'électricité. Naturellement, ce type de mémoire ne va pas si on veut garder de l'information qu'on a traitée. Donc, si on voulait garder l'information qu'on avait traitée, ce que vous connaissez bien sur vos ordinateurs aujourd'hui, c'est des disques. À l'époque, on avait des disques magnétiques. Ces disques magnétiques ont évolué aujourd'hui sur des disques à flash, d'où le troisième type qu'on a, c'est des flash. Dans les flash, on en voit deux types aujourd'hui. On voit les NOR. C'est la technologie qui est utilisée, c'est la première qui est arrivée sur le marché. Avec cette technologie NOR, on va pouvoir stocker des mégabytes à des prix à peu près raisonnables. Ces NOR flash, aujourd'hui, elles n'existent pratiquement plus pour le stockage de grands volumes de données. Par contre, elles sont utilisées sur des petits volumes à l'intérieur des microprocesseurs. Par exemple, pour tous ces système on chip qui existe typiquement pour l'IoT. Et la mémoire qui est utilisée aujourd'hui en masse, c'est la mémoire avec la technologie NAND. Ici, là, on est dans les gigabytes, naturellement, avec ces mémoires-là. Elle a utilisé cette mémoire NAND pour toutes les cartes SD, pour les cartes MMC. D'accord. Maintenant, si on s'intéresse à la structure d'un programme, à son layout, on l'avait déjà vu le semestre passé en partie, vous connaissez les parties d'un logiciel, si on le représente sous la forme de rectangle. On a une première partie qui est le code. Ce code, il est contenu dans une section qu'on appelle texte.
Il est suivi, cette section code est suivie par une deuxième section qui va contenir les constantes. Cette section, elle s'appelle sur les ordinateurs, sur les raw data ou read-only data. Elle est suivie par une troisième section qu'on va appeler data ou données initialisées. Qui s'appelle la section data justement. Là-dedans, on aura les données avec une valeur initiale. Ces valeurs initiales naturellement différentes de 0. Pourquoi ça? Parce que la partie initialisée à 0, ce que fait le C, elle est mise dans une section BSS, non initialisée. Hein. Ou data 0, on peut l'appeler plutôt, hein, pour simplifier. Data 0. À 0, elle est mise dans une section BSS. Pourquoi on fait ça? Ça nous permet justement, quand on va démarrer notre application C, reconnaître cette section BSS et d'initialiser par logiciel. On a besoin, pour un programme, vous l'avez vu, aussi avec le cours quand on a implémenté notre petit noyau, on a besoin pour exécuter des fonctions en C, on a besoin d'un stack. Il est mis au sommet de la mémoire. Alors, sommet de la mémoire, pourquoi? Parce que dans ma représentation, on a les adresses basses sur le haut de la feuille et les adresses hautes sur le bas de la feuille, hein, tout simplement. D'accord. Et puis, il y a une partie restante ici, cette partie restante, où on n'a pas de données par le code directement, de manière statique. Cette partie-là est appelée le heap. Dans cette partie heap, on va mettre toutes les données qu'on va pouvoir allouer avec un malloc. Ou ce qu'on a souvent utilisé à Calloc chez nous. D'accord. C'est une zone mémoire qui est gérée dynamiquement avec les fonctions de la standard librairie. Pourquoi ces sections-là? Pourquoi on a besoin de faire ces différences? On a une partie qu'il faudra impérativement garder sur la partie disque de ça. C'est tout simplement la partie ici. Data, constante et code. Cette partie-là doit absolument être mise dans une mémoire flash, de type flash chez nous. Il nous faut ça. C'est-à-dire que quand on va démarrer le programme, il faudra bien avoir le code à quelque part, il faudra bien avoir les constantes et les valeurs initiales. Hein. Tandis que la partie qui suit, de data à initialiser à 0, le heap et le stack, c'est quelque chose qu'on peut construire très facilement avec le logiciel au démarrage de l'application. Donc cette partie-là reste en permanence dans la RAM. Et puis on a une partie un peu spéciale, justement cette partie data, elle, qui va être copiée de la flash pour venir être placée en RAM pour pouvoir traiter l'information plus tard. Voilà, une fois qu'on connaît le layout d'un programme, la question qui se pose, c'est comment stocker ces différentes sections, ces différentes parties hein, du programme dans les différentes mémoires de notre microprocesseur. Ici, on va distinguer de grands types, de grandes catégories de systèmes à microprocesseurs. La première sont les systèmes hyper performants, où on a des systèmes d'exploitation comme Linux dessus. Et puis de l'autre côté sont les tout petits systèmes, hein, ou des systèmes on chip, les SoC, où finalement la mémoire elle est limitée. Souvent, elle est restreinte à la capacité du processeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de RAM et de flash externe au silicium qui contient le microprocesseur. Si on regarde sur les gros systèmes qu'on va appeler des systèmes embarqués, sur les systèmes embarqués ici, ou les systèmes à microprocesseurs, hein, on a en principe une grande flash, à quelque part, une grande mémoire flash. Dans cette mémoire flash, on va y stocker des applications, plusieurs, très vraisemblablement.
D'accord. Puis de l'autre côté, on a la RAM. Aussi souvent des grands volumes de RAM où on va pouvoir exécuter probablement en parallèle les différentes applications. Dans ce genre de système, tous les blocs que l'on a de l'application, c'est-à-dire la partie code, la partie constante et la partie data qui était stockée dans la flash pour pouvoir être rechargée lors de l'exécution de l'application, elle va être mise directement dans la flash. C'est-à-dire qu'on va trouver l'ensemble de ces sections de code, de constante et de data ici. Et au démarrage, on va compléter ça avec les BSS, avec la stack et le heap ici. Tout ça, c'est contenu dans notre RAM. Ici. Il est fort probable que la partie applicative ici, dans ce genre de système, est compressée sur des systèmes embarqués pour gagner de la place. On va peut-être utiliser des systèmes zip ou des systèmes de fichiers zip qui permettent de comprimer l'information pour pouvoir gagner du volume. Il est également intéressant de noter que sur ces grands systèmes embarqués, on a la capacité, le disque ici contient également en principe des données de configuration. Et tout ça, c'est contenu dans un système de fichiers, dans un file system, ce qu'on appelle. D'accord. Là, il en existe tout un catalogue de ces file systems, qui est très simple, mais pas très robuste, le FAT. Pour des systèmes plus performants, on va utiliser plutôt du ext4 pour des machines Linux dans l'embarqué. Et si on veut comprimer l'information sur le zip ici, il y a un système de fichiers sur les machines Linux qui est très intéressant, c'est le SquashFS qui permet de compresser. C'est un système de fichiers qui avait été développé à l'époque pour stocker l'information sur les compact disques. Si on considère maintenant les SoC, les systèmes on chip, là les tailles des mémoires changent, on n'a plus des gigas, ou des mégas ou des gigas comme on a sur les systèmes embarqués, mais on va parler plutôt de kilobytes. Dans ces systèmes-là, elles sont souvent contenues à l'intérieur du silicium, à l'intérieur du microprocesseur. Donc on a la partie flash. Ces flashs-là sont souvent du type NOR. Ce qu'on n'a pas dit avant, mais ce qui est intéressant sur les types NOR par rapport au NAND, c'est qu'on peut lire les données qui sont stockées à l'intérieur de la flash NOR byte par byte, de manière séquentielle. Ce qui n'est pas le cas sur les NAND flash, on est obligé de lire ça par bloc. Et c'est dans le contrôleur qu'on va pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, on peut vraiment naviguer à l'intérieur de la flash. Donc sur cette flash, qu'est-ce qu'on va faire? On va la segmenter, on va y mettre à l'intérieur la partie applicative, ici. Alors, sur ce genre de système, on n'en a qu'une d'application. Et dans cette partie applicative, on aura naturellement le code qui se trouvera, on aura les constantes, et on va y placer les datas. C'est la valeur initiale. Ici, ces données seront non compressées. Pourquoi non compressées? Afin qu'on puisse exécuter le code directement depuis la flash. Par contre, dans la mémoire RAM, qu'est-ce qu'on va y placer? Dans la RAM, ici, qui est en bas. Au démarrage, il nous faudra copier les données, la partie data, ici. On aura une copie à faire de cette partie data. On va faire cette copie-là pour qu'on puisse justement manipuler des données. D'accord, après. Puis, le logiciel, il va réserver la place pour les BSS, pour les données avec la valeur initiale à 0. C'est le logiciel au démarrage qui va
qui va tout simplement initialiser cette section. On aura l'adresse pour la pile, pour le stack. Et puis la partie restante sera utilisée comme heap. Voilà la structure. Si on a des données de configuration à stocker, on va les stocker dans la partie restante de la flash. Ici, on aura ici des configs. En principe, sur ce genre de système, on n'a pas d'organisation faite avec un système de fichiers. Les données sont placées de manière raw, brute, comme ça, directement dans la flash. Voilà, maintenant qu'on sait comment c'est organisé notre programme, on sait les différentes mémoires qu'on a à disposition sur des systèmes à microprocesseurs. La question qui se pose, c'est comment stocker, comment représenter cette information. On peut voir la mémoire comme une matrice, comme un tableau, finalement, avec une partie basse ici, une partie haute. Et puis, on aurait des cellules ici qui permettent de stocker l'information. Ces cellules-là, elles sont composées, elles sont organisées. La plus petite unité qu'on a sous forme de bytes, c'est-à-dire qu'on aura de 0 à 7 bits pour représenter l'information. Si on a des caractères ASCII ou si on a des caractères au format UTF-8, il n'y a pas de problème pour stocker l'information. On peut tout simplement l'écrire dedans. Par exemple, si on veut écrire là, H-E-I-A-F-R, il suffit d'utiliser une case mémoire pour représenter cette information. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'accéder? Comme je vous ai dit, on peut voir ça comme une matrice, on peut voir ça comme un index ici. D'accord? Et puis cet index commence avec un 0, puis après on aura la case 1, la 2, la 3, etc. C'est une façon de voir l'information. On parle, quand on discute de mémoire, pas d'index dedans, mais on parle ici d'adresse. Donc, ces index qui sont utilisés là, on les nomme des adresses. La taille maximale là, de la mémoire sur les systèmes à microprocesseurs, là, il faut la distinguer deux choses. Un, c'est ce qu'on appelle l'espace adressable du microprocesseur. Dans ce cas-là, on va de 0 à la taille maximale que le microprocesseur supporte, c'est un 2 puissance n-1. Comme on a discuté dans la première partie du cours, ce n ici va dépendre du processeur lui-même. Ça peut être un 16 bits, ça peut être un 32 ou un 64. Bien entendu, dans les 64 bits, toutes les autres mémoires ne sont pas adressables. Il faut s'imaginer que sur des processeurs à 32 bits, sur les 4 Go qui sont là, sur nos BeagleBone, on n'a pas 4 Go de mémoire. On n'a qu'une partie où on aura accès à la RAM. Une partie est réservée pour les entrées-sorties. Donc, si on fait une représentation sur 4 Go, qu'est-ce qu'on va avoir, tout simplement? On va se trouver ici avec une adresse à 0, ici un 2 puissance 32-1 et 4 Go. Et puis, on va réserver une zone ici pour mettre nos périphériques d'entrée-sortie. Et puis, on va réserver une zone ici pour mettre la RAM. Et puis, c'est possible sur certains microprocesseurs, comme je vous ai dit, pour pouvoir démarrer et s'initialiser, ils ont ce qu'ils appellent une boot ROM ici, une mémoire ROM qui contient un microcode de lancement. Ces zones ici, elles sont naturellement accessibles. D'accord? Par le microprocesseur. Et puis les zones qui sont laissées libres ici, si vous essayez de les accéder, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez justement ce qu'on a vu dans le traitement des exceptions, vous aurez des bus erreurs, des abords pour des data ou des prefetch abords dessus. Si l'on souhaite accéder des données dans la mémoire, il n'y a pas de souci, on peut les accéder de manière indépendante, c'est-à-dire si je veux
le A de HEIAFR, je vais tout simplement mettre sur mon bus d'adresse le 3, le numéro 3, et puis je vais lui dire que je veux un byte, donc je veux ici un octet. Un octet. Et puis j'ai ma donnée qui va être chargée dans un des registres de mon microprocesseur. Maintenant, la question qui se pose, si j'ai besoin de représenter des valeurs numériques, je n'ai pas de souci avec ce que j'ai là pour représenter des valeurs qui vont de 0 à 255. Dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Hein. On peut placer tout simplement notre information à l'intérieur. La question qui se pose, c'est placer une donnée qui est supérieure au byte. Si j'ai besoin de mettre 2 bytes, par exemple ici, si je donne stocker ici en hexadécimal la valeur 0, x, 1, 2, 3 et 4, comment je vais le faire? Alors c'est là que les fabricants d'ordinateurs et de microprocesseurs n'ont pas été d'accord, parce que finalement c'est un choix complètement arbitraire. Hein. Est-ce que je vais poser dans la première case, ici c'est que l'adresse basse le 34, et poser à l'adresse haute le 12, ou le contraire? C'est un choix purement arbitraire. Il y a les deux grands fabricants dans les années 70, hein, les premiers qui ont fabriqué les microprocesseurs, qui étaient Motorola et Intel. Ils ont fait des choix différents. Ces processeurs-là ont été utilisés par des autres fabricants qui s'appelaient IBM, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui était plutôt sur la philosophie Motorola, et puis par DEC, qui s'appelait Digital Equipment Corporation, qui était plutôt sur la philosophie d'Intel. Ces deux types de stockage d'informations ont été nommés les NDNS. On a pour Motorola le format Big Endian, et puis pour le format Intel, le Little Endian. Il est intéressant de noter que le format Big Endian, il est utilisé dans le système TCP/IP. C'est le format qui est utilisé pour représenter l'information qui va être mise dans des trames Ethernet typiquement. Quoi. Comment on représente l'information dans ces deux organisations? Alors, si on met le Little Endian qu'on va abréger LE, ici, et le Big Endian qu'on va abréger BE. Si on va sur une organisation 8 bits, 0 à 7, comme ça, on va laisser des adresses basses en haut, ou adresse adresse, avec un 0 ici et un 2 puissance n moins 1 là. Et on fait la même chose pour la partie Big Endian. Avec un 0 ici et un 2 puissance n moins 1 là. Si je dois représenter des caractères ASCII là-dedans, qui sont sur 8 bits, on va le faire de la même manière sur les deux architectures. Donc si on a un string qui s'appelle A, B, C, D, on va mettre le A, hein, c'est une matrice en C, hein, c'est une matrice, ça c'est à l'index 0, ça c'est à l'index 1, le 2 et le 3. Donc évidemment, on va les placer de la même manière. On va mettre ici le A, le caractère A, qu'on va faire suivre du B, du C et du D. Sur la Big Endian, exactement la même chose. Le A, le B, le C et le D. D'accord. Maintenant, si je dois représenter un nombre qui est plus grand que 8 bits, alors on va prendre 1 sur 32 bits, par exemple, 0x 44, 33, 22 et 11. Sur la philosophie Little Endian, on va mettre le byte de poids faible à l'adresse basse. Donc ça, c'est le byte de poids faible. Ça, c'est le byte de poids fort. C'est le most significant byte. Et
celui-là, c'est le least significant byte, SP. Donc dans l'architecture Little Endian, on va placer à l'offset 0 celui-là et à l'offset 3. Donc ici, on va mettre le 0x11 qui va suivre avec le 0x22, 0x33 et 0x44. Dans la variante Big Endian, le choix est inverse. Ils ont décidé de placer à l'adresse basse le MSB. Donc, on va retrouver ici un 0x44, suivi du 0x33, suivi du 0x22 et du 0x11. Si l'organisation de notre mémoire n'est plus sur 8 bits, mais sur 16 bits, donc on va essayer de la représenter ici, Little Endian, Big Endian, sur 16 bits, voilà, on a, je vais dessiner dans ce cas-là que 8 bytes, hein, ça suffit pour représenter ce qu'on avait avant, donc on va 0, 7, 8, 15, qui nous font nos 16 bits. Et ici, on aura l'offset 0 et la 2. D'accord. On va se trouver sur la même organisation dans le Big Endian. Ça, 0, 7, 8, 15, 0 et 2. Maintenant, on se pose la question, où est placé le 1? Alors, le 0 paraît relativement évident que c'est la case 0 ici. Ça paraît relativement évident que c'est la case numéro 2 qui est là. Donc, dans ce cas-là, on aura la 1 ici et la 3 là. Ça paraît naturel pour une organisation Little Endian. Par contre, sur la Big Endian, c'est différent. Le 0 est placé ici. La case 1 est là. La 2 est ici et la 3 est là. On voit, c'est inversé. Si je veux mettre mon string que j'avais avant, le A, B, C, D, donc dans ce cas-là, pas de souci, je peux l'écrire, j'ai mon A, qui est à l'offset 0, j'ai mon B à la 1, j'ai mon C qui est à la 2 et j'ai mon D qui est à la 3. Si je vais dans le Big Endian, on voit, ça va être inversé. Donc j'ai le A qui est ici, le B, le C et le D. On voit tout de suite l'incompatibilité des deux systèmes. Si j'étends ma structure pour stocker ma donnée, avec un 4 et un 6, 4, 6. On avait 44, 33, 22, 11. Le 44 était à l'adresse haute. L'adresse haute, c'est la case qui est là. Donc, j'aurai mon 44 ici. Après, on avait le 33, le 22 et le 11. Si je vais dans la structure Motorola, Big Endian, on a dit l'adresse base, c'est elle qui contient le MSB. Donc, la plus basse, c'est la case qui est ici. Donc, je vais stocker le 0,44, le 0x33 qui suit, le 0x22 et le 0x11. Si on regarde maintenant sur une architecture 32 bits, comme on l'a sur notre système, sur le BeagleBoard en bas, on n'a pas une architecture 8 bits, la mémoire elle est sur 32 bits. Comment c'est organisé? Donc sur le Little Endian et le Big Endian.
0, 7, 8, 15, 16, 23 et 24 à 31. Ici, on a le premier mois, puis le deuxième qui est à l'opposé 4. On a la même chose, 0, 7, 8, 15, 16, 23 et 24 à 31 avec le 0 et le 4. Comment sont organisés les bytes, les offsets là-dedans? Donc ici, on a le 0, le point faible, le 1, le 2, le 3. Et là, c'est le contraire, on a le 0 sur la gauche, le 1, le 2 et le 3. Donc on peut lire la case ici comme la case numéro 0, On lit cette première case comme la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Sur le format Little Endian, c'est différent, c'est la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Voilà, maintenant on va effacer, puis essayer de passer nos données à l'intérieur. On va y mettre notre string. On a dit que le A était à l'adresse basse, donc le A, la première cellule, le B, le C, le D. Si je vais dans le format Big Endian, à l'adresse basse, le A, donc ici, sur ma gauche, le B, le C, et le D. Si je veux placer mon chiffre 44, 33, 22, 11, donc je vais pouvoir le placer là-dedans. Le 44, c'est le MSB, donc à l'adresse haute, 0x44, 0x33, 0x22 et 0x11. Sur le format Big Endian, le MSB est à l'adresse basse, donc la case 0, l'offset 0. Donc on aura le 0x44, 0x33, 0x22 et 0x11. Voilà, on a les deux représentations de la mémoire. Ceci dans les différentes organisations. Alors, Little Endian qui était Intel, pour rappel, ça c'était Intel. Et puis Intel, ça correspond au processeur ARM qu'on a au laboratoire par défaut. Et puis ça, c'est les Motorola. Alors Motorola est un grand fabricant de microprocesseurs. En son temps, c'était vendu cette partie, cette division chez Freescale et c'était racheté il y a quelques années par NXP. Voilà, pour les grands. Un des sujets importants encore avec le stockage d'informations dans la mémoire, c'est son alignement. Qu'est-ce qu'on entend par alignement? C'est-à-dire, c'est comment est mis un mot qui est plus grand que le byte, parce que finalement, le byte, on peut l'accéder comme on veut. Mais si vous avez des mots de 16 bits, 32 bits, comment est-ce qu'on va les stocker dans notre mémoire? Ça a un impact naturellement très important pour le microprocesseur. Si on représente notre mémoire, finalement, peu importe l'organisation, qu'elle soit Big ou Little Endian, hein, ça ne change rien. Mais si on représente notre mémoire comme ça sur 32 bits, quelques cellules là, on est assez à disposition. Voilà, ça on va de 0 à 31. Si je veux mettre un byte, comme on l'a dit, pas de souci, je peux le placer comme je veux là-dedans. Ici, peu importe, ça marche toujours. Hein, le processeur, il peut accéder. Par contre, si je veux accéder à un mode de 16 bits,
Si je le place comme ça, le processeur n'a pas de difficulté pour accéder parce que c'est mis sur la même ligne. On le voit très bien ici, où cette zone ici marche aussi très bien quoi, pour le processeur. Par contre, si je veux l'accéder sur quelque chose de ce type-là, au milieu, là, le processeur, il ne sait plus faire. Pourquoi? Parce qu'il a une partie des données sur les 16 premiers bits qui sont là, et une deuxième sur les autres 16 bits. Donc là, il doit, pour faire ce genre d'opération, le microprocesseur, il a une partie ici, la deuxième sur la partie gauche, et la première sur la partie droite, ici. Pour accéder à ce type de données, il doit faire deux accès, le microprocesseur. Et ça, il ne sait pas faire, quoi. Le nôtre ne sait pas faire. Il en va de même, si vous avez des données sur 32 bits, si elles sont placées comme ça, pas de souci pour lui. Il arrive à les accéder en une opération. Par contre, si vous avez le malheur de les placer, ce qu'on appelle misaligned, non alignés, typiquement, si je veux le faire, je peux le représenter, peu importe, hein, où c'est que vous commencez, de cette manière-là. Là, c'est encore plus flagrant, on le voit mieux que sur la version à 16 bits, mais il devra faire un premier accès ici et un deuxième accès là, et ça, notre processeur ne sait pas le faire. Si vous essayez de faire ça sur votre processeur du laboratoire, vous aurez un databoard. Vous pouvez l'essayer, hein, ça va cracher. D'ailleurs, quand on a fait le traitement des exceptions, si vous vous rappelez bien, on a produit le misalignment de cette manière-là. Voilà, pour terminer ce cours, je vous propose d'aborder ou d'effleurer les performances d'un programme. Par quoi c'est influencé finalement ça. Donc on peut essayer de faire un tout petit calcul, une toute petite formule pour exprimer ça. Donc si on exprime le temps, pour un programme, dans l'exécution pour un programme, comment est-ce qu'il est. Il va dépendre naturellement du nombre d'instructions qu'on a pour un programme. Ça va dépendre de votre algorithme. Hein. Alors faites de l'algorithmique, hein, soyez bon là-dedans. D'accord. Celui-ci va dépendre naturellement du nombre de cycles qu'il faut pour exécuter une instruction. On l'a vu dans la première partie du cours que le processeur, il lui fallait au moins 3 cycles, hein, c'était le minimum qu'il avait besoin pour exécuter une instruction. Pour rappel, il fallait un cycle pour aller lire l'instruction qu'on voulait, le fetch. Il fallait un deuxième cycle pour décoder l'instruction. Et puis finalement, à la fin, il fallait un troisième cycle pour l'exécution. Et puis c'est naturellement intéressant de savoir la durée, hein, le temps que prend un cycle. Ici. Si on regarde ces différentes parties, ici, là, on se rend bien compte, ça c'est lié à la fréquence de notre processeur. Sur l'évolution des processeurs, les premiers que moi j'ai connus quand vous étiez encore quand j'étais encore à votre place sur les bancs d'école, on était dans les mégahertz, on avait un 2 mégahertz pour le premier processeur que j'avais, qui était à 85. Et puis après, ces performances ont augmenté, puis aujourd'hui, on est autour des 4 GHz. Le nombre de cycles par instruction, là, il y a une grosse évolution qui a été faite. Les premiers processeurs, il en fallait plus que 3, hein, bien plus que 3 si les opérations sont compliquées. Hein. Sur le processeur qu'on a aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut plus qu'un cycle d'horloge. Ce n'est pas tout à fait vrai, on va regarder. Cette partie-là, elle est due à l'architecture, au jeu d'instruction du processeur.
Ce jeu d'instruction du processeur, il s'appelle en anglais ISA, Instruction Set Architecture. On va discuter après des différents types de jeux d'instruction qui existent. Puis finalement, cette première partie, qui est le nombre d'instructions par programme, comme je l'ai dit, celle-ci là va dépendre de votre algo, hein. Soyez bon en algorithmique. Et puis une fois qu'on a traduit ça dans un langage de programmation, va dépendre aussi de la qualité du compilateur, qui vont influencer un nombre d'instructions qu'il nous faudra pour traduire, hein, finalement en langage assembleur le programme que vous souhaitez développer. Sur quelle partie avons-nous de l'influence au niveau du microprocesseur? Comme je l'ai déjà dit, une des choses, c'est naturellement la fréquence. C'est un des aspects, un des premiers aspects. Et puis le deuxième aspect qui va nous intéresser, nous, c'est la partie ISA. Sur la partie algorithmique et compilateur, les fabricants de silicium ne peuvent pas grand-chose, quoi. Alors, naturellement, dans cette partie-là, ils ont considéré des instructions qu'il fallait pour développer un programme, et ces instructions-là ont été mises dans les langages assembleurs, naturellement, quoi. Si l'on considère maintenant ces deux jeux d'instructions, il y a deux grandes architectures qui ont été là. La première qu'on a appelée CISC, pour Complex Instruction Set Computer. Dans cette architecture-là, il faut bien voir ça, c'est dans les premiers qui ont été faits. L'idée de ça, on n'avait pas des langages très très évolués comme on a aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir des instructions qui étaient excessivement performantes. Celles étaient performantes, des instructions, c'est-à-dire complexes, hein, qui nous permettaient de faire des opérations complexes. Ici, elles prennent naturellement du temps pour être exécutées. Celles sont complexes, ces instructions, hein, si vous voulez faire des opérations avec des données qui sont stockées directement dans la mémoire. Alors, elles ne sont pas exécutées dans la mémoire, les données, mais qu'on puisse accéder avec la même instruction des données qui sont dans la mémoire, dans des registres. Vous avez des tables variables pour l'instruction. Si la taille est variable, naturellement, ça complexifie, hein, la réalisation, hein, du décodeur. Et puis, ce sont variables et tailles, naturellement, là-dessus, vous avez besoin de beaucoup de cycles, hein, un grand nombre de cycles d'horloges pour pouvoir les exécuter. Ça, c'était le cas sur les processeurs Intel, alors les nouveaux plus, mais sur les familles x86, les premiers qu'on avait dans les années 80-90, avaient ce type d'architecture. Il s'est développé pour améliorer ses performances une nouvelle architecture qu'ils ont appelée RISC, pour Reduced Instruction Set Computer. Dans cette idée-là, l'idée c'était de réduire le nombre d'instructions, peu d'instructions, hein. L'idée aussi, c'était de les faire d'une taille fixe. Si vous regardez notre processeur, c'est un processeur 32 bits, toutes les instructions sont sur 32 bits. Hein. D'accord? Et l'idée, c'était d'essayer de les exécuter en un cycle d'horloge. Plus une multitude, mais un seul. Je le réécris pour que ce soit bien écrit. Un cycle d'horloge. Dans ces processeurs de ce type-là, on a naturellement notre processeur ARM, qui est là. Et ce n'est pas le premier qui est arrivé, il y a eu des MIPS qui étaient dans ce type d'architecture. Il y avait des ports PC de IBM et Motorola aussi qui étaient mis dans ce monde-là. L'avantage aussi des risques par rapport aussi, c'est la consommation. Étant donné qu'on arrive à augmenter des performances en réduisant le nombre de cycles qu'il faut, on a besoin de fréquences moins rapides pour exécuter la même chose. Voilà, avec ce jeu d'instructions, on va terminer ce cours sur les architectures générales des systèmes à microprocesseurs.